Dans l'actualité de ce jeudi, l'association des imams et ulémas du Sénégal vent debout contre la mairie de Grand Dakar. Les religieux reprochent au maire d'avoir vendu une partie d'un terrain qui abrite le siège de l'association. Les imams crient au scandale, les détails dans cette édition. Lutte contre le coronavirus, le gouvernement veut stopper le flux de camps importés. À partir de novembre, tout voyageur à destination du Sénégal devra présenter obligatoirement un test PCR négatif avant l'embarquement. L'État met ainsi la pression aux compagnies aériennes. On vous explique tout dans cette édition. Différent entre l'Union des magistrats et le ministre de la Justice, le bâtonnier de l'Ordre des avocats demande à ses confrères d'observer la neutralité sur le sujet. Le linge sale doit se laver en famille, affirme Maître Pape Letindiaï, vous l'entendrez. Et puis présidentielle guinéenne, la marche du Front National pour la défense de la démocratie prévue ce vendredi est reportée. Nous vous dirons pourquoi dans ce journal. Et puis dans cette édition également, nous ferons découvrir le portrait de celui qui est surnommé l'opposant historique, l'homme qui revendique 40 ans de lutte pour la démocratie, mais qui brigue un troisième mandat controversé, le président sortant Alpha Condé. En sport, terrible nouvelle. La polémique s'installe entre le maire de Grand Dakar et l'association des imams et ulémas du Sénégal. Les deux parties se disputent un terrain que le maire aurait vendu. Problème, cet espace abrite le siège de l'association des imams. Ces derniers crient au scandale. Fadbintou Conté et Diafaraba. Tension brûle entre l'association des imams et ulémas du Sénégal et la mairie de Grand Dakar. Et pour cause, le maire Jean-Baptiste Diouf a vendu une parcelle de leur terrain devant abriter leur site à une tierce personne. À notre grande surprise, nous avons surpris quelqu'un en train de venir construire sur le lieu même où doit s'ériger la mosquée des imams, à l'intérieur et dans l'enceinte de notre patrimoine. Nous avons fait arrêter les travaux par la DESCOS qui a constaté nos papiers, qui a constaté l'état des lieux et qui a donné un arrêt de travaux à la personne de M. Fall. D'ailleurs, ces imams sont indignés et expliquent que la mairie de Grand Dakar est un habitué des faits. Elle a tendance à squatter leur site pour y héberger des prostituées ou y déverser des ordures. On a renvoyé des gens d'ici, des agents voyés de la mairie, en la personne de Lebounoy, à louer notre patrimoine à des prostituées qui sont venues ici. C'est pas sérieux. C'est pourquoi il le met en garde, lui et ses agents, de ne plus s'aventurer sur leur domaine au péril de leur vie. On lui lance un appel, il n'a qu'à faire très attention. Nous ne partageons d'abord pas la même religion, mais nous le respectons. Il n'a pas cédé les parts de l'Église, il entre dans notre patrimoine et ça peut conduire à des choses où l'irréparable peut se faire. Toutefois, les imams et ulémas du Sénégal lancent encore une fois de plus un appel à l'État du Sénégal pour la construction de leur site qui n'a que trop duré. Merci Fadbintou. L'actualité, c'est aussi cette injonction du chef de l'État Macky Sall. Le président de la République a demandé au ministre de tutelle, de procéder, au ministre de la Communication et de la Culture donc, et de procéder à une évaluation institutionnelle et financière de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, la SODAV. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par la direction de la SODAV qui se dit empressée de recevoir la commission permanente de contrôle. Mohamed Dieng et Mohamed Samb. Le chef de l'État donne suite à une doléance de certains acteurs culturels. Il s'agit de l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV du côté de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. On salue la mesure. La SODAV, sachant ce dont elle a hérité et à quel niveau elle l'a hissé, aussi bien au niveau national, régional, je veux dire africain et international. Donc nous n'avons vraiment aucune inquiétude, nous ne pouvons que nous en réjouir et même parler d'empressement de recevoir cette commission-là. Pour la direction de la SODAV, l'institution a prévu dans ses textes depuis 2008 cette réorganisation. Donc c'est une disposition de la loi que le président de la République a bien voulu, en tout cas matérialiser, donner acte, voilà, tout en quand même précisant que depuis lors, le processus était engagé, même si ça va donner un coup de fouet et d'accélérateur.
Composé d'acteurs culturels, le collectif Saïwi, qui avait alerté sur la gestion de la SODAV en la qualifiant de nébuleuse, évoque aussi beaucoup de manquements. Dans le rapport de 2017, le président a subventionné la SODAV de 1 milliard 400. Une subvention de 1 milliard 400, c'est dans le rapport de 2017. Mais dans ce rapport de 2017, dans les 1 milliard 400, ils ont pris 200 millions. C'est pour éponger les dettes de la RTS. 200 millions, c'était pour éponger les dettes du FESMAN. 1 milliard, ils ont dit que 1 milliard, ils l'ont utilisé comme investissement. On ne l'a pas créé, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, eux-mêmes qui l'ont écrit. Et si vous voyez ça, et si vous voyez aussi le rapport de 2019, là où ils disent qu'ils ont eu à récolter 800 et quelques millions, ils ont maintenu 500 et quelques millions pour le fonctionnement de la SODAV et 200 et quelques millions pour faire une répartition aux artistes. Cela veut dire qu'il y a un problème. En sus de l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV, annoncée par le chef de l'État en Conseil des ministres, le président Macky Sall demande aussi à son ministre Abdoulaye Diop de procéder à la mise en place fonctionnelle de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective. Merci Mohamed. Et puis sur le front du coronavirus, retenez que 17 Covid+ sont rapportés aujourd'hui, dont 5 cas importés. Pour lutter justement contre ces cas venus d'ailleurs, le gouvernement serre encore la vis. À partir du mois de novembre, les voyageurs à destination du Sénégal ont l'obligation de présenter un test négatif avant d'embarquer. Fini donc la possibilité de faire le test à l'arrivée. Explication Mambiram Diouf. Pour y répondre, la note est claire et il faut s'y conformer au vu des circulaires datées du 14 juillet 2020 et du 22 juin 2020. Les compagnies aériennes desservant les aéroports du Sénégal sont tenues ainsi que leurs agences de vente agréées d'informer le passager au moment de l'achat du billet pour les vols à destination du Sénégal. Un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de 7 jours à compter de la date de rendu des résultats délivrés par un laboratoire situé dans l'État où le passager a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet État ou par un organisme sanitaire international reconnu par les autorités sanitaires compétentes du pays d'origine ou de départ est requis pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal. En cas de manquement des règles en vigueur, le passager sera rapatrié à son aéroport d'origine ou tout autre aéroport prévu par les procédures de la compagnie aérienne ou convenu avec le passager. Une mesure donc pour freiner la propagation du virus. Et concernant les vols au départ d'un aéroport du Sénégal, les tests ne sont requis que pour les passagers à destination de pays qui l'exigent. Et pour les tests sont habilités à les effectuer l'Institut Pasteur de Dakar, l'IRSF, le laboratoire de bactériologie et virologie de Dantec, le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam et le laboratoire national de santé publique à Thiès. À l'heure des réinscriptions en vue de la rentrée scolaire, le paiement de la scolarité des mois d'avril et de mai reste la pomme de discorde entre les établissements privés et les parents d'élèves. Interrogé sur la question, le ministre de tutelle est convaincu que les deux parties vont trouver un terrain d'entente avant l'ouverture des classes. Voici Mamadou Talla. Venu nous voir et l'État également accompagne les écoles privées. Les parents d'élèves sont en discussion avec nous et avec eux. Je rappelle que nous nous occupons d'abord de l'autorisation d'ouverture de ces écoles et également le contenu pédagogique. Sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Et sur un autre registre, celui que vous dites, que vous avez parlé de bras de fer, je ne crois pas qu'il y ait un bras de fer. Ils sont en discussion tout simplement. Et je crois qu'on va y arriver. Nous avons discuté avec eux, que ce soit les parents d'élèves et également les écoles. On va trouver un terrain d'entente parce que même les organisations de consommation sont aussi là-dedans. Tout le monde est intervenu. On va trouver un terrain d'entente, Inch'Allah. Et rappelons-le, la rentrée scolaire est prévue le 12 novembre. Le ministre Mamadou Talla en marge de l'atelier d'évaluation sur l'alphabétisation. Selon lui, d'ailleurs, l'introduction des langues nationales dans les programmes du premier cycle est une priorité. 3 langues sont actuellement en expérimentation dans 7 régions. Aminata Mbaresso et Diafaraba. Pulaar, Wolof, Serer, 3 langues maternelles enseignées aux élèves des classes de CICP. Le Sénégal expérimente depuis des années cette méthode pour mieux faire comprendre les enseignements apprentissages. Nous avons commencé dans certaines régions à installer
dès le début, la première année, la deuxième et la troisième année, à côté du français, une autre langue de la localité ou bien de la zone. 25 langues sont officiellement répertoriées au Sénégal, dont 22 déjà codifiées, un riche patrimoine à mettre à profit pour une éducation performante. Nous voulons que, comme il est prouvé scientifiquement qu'un jeune parlant sa langue, étudiant avec sa langue maternelle, réussit très vite et mieux que celui qui a appris avec une autre langue étrangère. Un défi que le ministère de l'Éducation nationale veut relever. Il y a déjà des entreprises au Sénégal qui ont eu à former beaucoup de jeunes et qui sont très satisfaits des résultats économiques une fois que ces jeunes ont été formés dans leur langue nationale. À travers cette rencontre, les acteurs se concertent, une tribune pour trouver des fonds nécessaires à la relance de l'alphabétisation. Merci Aminata. En politique, l'absence de Pape Diop à l'Assemblée nationale fait réagir, mais il n'est pas le seul à gonfler le taux d'absentéisme à l'hémicycle selon Toussaint Manga. Il est membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Selon l'opposant, la responsabilité des retards et absences à l'Assemblée nationale incombe dans un premier temps au président Moustapha Niasse. Le cas Pape Diop inquiète. Le parlementaire se fait rare à l'Assemblée nationale depuis qu'il a perdu le poste de vice-président. Il n'est pas le seul, dont l'absence est décriée par beaucoup d'observateurs. Vous savez, lorsqu'on dit à la rentrée des classes, les enseignants, les professeurs, tous sont présents à l'université, dans les collèges et les lycées pour remplir leurs devoirs. Lorsqu'il y a début de l'hivernage, les agriculteurs sont dans les champs pour travailler et remplir leurs devoirs. Lorsqu'il y a une ouverture d'une session à l'Assemblée nationale, les parlementaires doivent être à l'Assemblée pour remplir leurs devoirs. Il faudrait que les députés jouent pleinement leur rôle. La situation n'est pas seulement une situation d'absence de certains collègues. Il n'y a pas un cas Pape Diop. Dans l'Assemblée, il y a des collègues très assidus, il y a des collègues moyennement assidus et il y a des collègues très peu assidus. Toussaint Manga est d'avis qu'il faut l'intervention du président Moustapha Niasse. Le règlement intérieur doit aussi être adapté. En début de législature, je me rappelle très bien, le président avait dit que désormais, nous allons juste accepter des 15 minutes de retard pédagogique et qu'au-delà des 15 minutes, les travaux doivent commencer. Malheureusement, ce qu'il avait bien annoncé n'a pas été respecté. Pas plus tard qu'hier, la session devait démarrer à 10 h, nous avions commencé à midi. Si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'est pas très adapté avec le fonctionnement, je crois qu'il est impératif de réviser ce règlement intérieur et de prendre des mesures. Il n'est pas acceptable de recevoir tous les avantages liés au poste de député sans assister aux travaux à l'Assemblée, reconnaît le parlementaire. Merci Alassane. Et puis je le disais en titre, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Pape Leyti Ndiaye, demande à ses confrères d'observer la neutralité sur le différend qui oppose l'UMS à la tutelle. Selon l'avocat, le linge sale se lave en famille. Toutefois, il espère très rapidement un apaisement du secteur. Très prolixe sur ce chapitre-là pour 3 raisons au moins. D'abord, je considère que jusqu'à un certain niveau, ce sont des affaires de famille qui peuvent être réglées en famille. La deuxième chose, c'est que moi-même, j'interdis aux avocats, enfin, interdit entre guillemets, en tout cas, je leur rappelle des dispositions du règlement intérieur qui prévoient que lorsqu'une affaire est en cours, on ne doit pas en parler à tort et à travers. Donc la règle, elle doit m'être appliquée également. Donc cette affaire est une affaire de justice qui est en cours et donc je n'ai pas à m'étendre trop longtemps là-dessus. La troisième chose qu'il y a, c'est que en toute chose, force doit rester à la loi. Je ne peux pas dire autre chose. Vous savez, moi, je suis un peu comme Candide. Je suis un éternel optimiste. Je pars de l'idée que, quelle que soit par ailleurs la profondeur de nos antagonismes, on finit toujours par se retrouver. Maître Pape Leyti Ndiaye s'exprimait en marge de l'installation du comité local d'organisation du prochain congrès de l'Union internationale des avocats prévu au Sénégal.
Si l'immigration clandestine est encore une option pour les jeunes, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir au Sénégal. Ce sont des parents de candidats malheureux à l'immigration clandestine qui parlent. Des candidats, vous allez le voir, qui sont loin d'être découragés par les dangers qui les guettent en mer. Interceptés récemment, ces jeunes n'excluent pas de reprendre les pirogues pour l'Espagne. Reportage édifiant d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mon à Joal, en passant par Tefes, Mbaling, Nianing et autres, des pirogues quittent ces lieux pour se rendre en Espagne. On n'a pas le choix. Ces jeunes aussi n'ont pas le choix. Ils n'ont pas quelque chose à faire ici, donc ils sont obligés de partir. Et d'ailleurs, la plupart des parents sont informés tardivement. Tu te lèves un bonjour et on te dit que ton enfant a pris la pirogue. Donc, voilà. Au quartier Tefes, nous avons rencontré des candidats à l'immigration clandestine. L'un d'eux a été arrêté en pleine mer avec ses camarades. On a quitté ici le 6 et on nous a arrêtés le 7. Ce qui m'a motivé à prendre la pirogue, c'est parce que je ne dois pas travailler ici. Je suis un pêcheur, la mer n'est plus rentable. Donc j'étais obligé d'aller voir ailleurs. Certains ont payé 500 000, d'autres 400. Moi j'ai payé 200 000 en tant que pêcheur. Ce jeune homme aussi a tenté de partir en Espagne par les pirogues, mais la première tentative a échoué. Mustapha n'exclut pas une deuxième. Si j'avais trouvé ici du bon boulot, j'allais rester ici. Mais bon, je n'ai pas vu. En plus, mes amis qui sont en Espagne, ils gagnent bien leur vie, ils sont bien arrivés. Et là-bas, ça va. C'est ce qui me motive. Depuis le début du mois de septembre, plus d'une centaine de jeunes bourrois et environ ont pris les pirogues pour se rendre en Espagne. Certains sont bien arrivés et d'autres arrêtés avant même de franchir les eaux sénégalaises. Merci beaucoup Abdourahmane. Allons maintenant à Kaolack où des services de l'hôpital régional sont presque impraticables depuis un mois maintenant à cause des inondations. Choquée par cette situation, la directrice tire la sonnette d'alarme avant la célébration du Maolid. Au moins 5 services sont concernés selon elle. La voici avec notre équipe à Kaolack. Hideuse qu'elle s'offre au sein de l'espace hospitalier régional, les eaux usées de l'ONAS sont envahies les alentours de certains services jusqu'aux portes d'entrée où des gîtes larvaires des moustiques commencent à se développer. Une situation qui intrigue le personnel et l'administration de l'établissement. C'est assez choquant parce que malgré les efforts des autorités administratives, dont M. le gouverneur et M. le préfet, les eaux continuent de se déverser à l'hôpital. Et ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est des eaux usées. L'hôpital est devenu un bassin avec des services qui sont sous les eaux, dont la pédiatrie, la cardiologie, le CEDIM, la néphrologie. Le personnel de son côté qui se pose moult questions craint pour sa santé et celle des patients qui risquent de se détériorer davantage. Quelque chose qui est un peu délicat, parce que si toutefois nous sommes là pour combattre le paludisme et qu'il y a des eaux usées, on peut dire que les moustiques peuvent se développer là-bas et au moins créer des problèmes aux patients et aux accompagnants même qui viennent à l'hôpital. Si rien n'est fait, l'hôpital lui-même risque de tomber malade de ces eaux usées. C'est pourquoi la directrice lance son appel d'urgence aux plus hautes autorités de l'ONAS. Nous demandons que les plus hautes autorités de l'ONAS interviennent pour que le centre régional El Hadji Ibrahima Niass redevienne un havre de paix. Parce qu'avec les odeurs, avec la saleté qui y est, ce n'est plus un havre de paix. Et nous ne sommes plus en sécurité, ni les agents, ni les usagers. Le dégagement de ces eaux usées est d'autant plus urgent que le Gamou de Medina Baye arrive et une forte affluence des fidèles est attendue à Kaolack. Merci vraiment. Plus de 500 cannes blanches et des Corans en braille offerts à des personnes vivant avec un handicap, une œuvre humanitaire de l'Action de solidarité islamique avec le soutien de l'Institut Paris-Églantine. Vous le savez, ce 15 octobre marque la journée internationale de la canne blanche. Suivons là-dessus les recommandations du vice-président de l'ASI, Khalifa Ababacar Gaye, avec Alassane Ba. Si vous allez en Europe, vous allez au Canada, un peu partout, Dieu m'a donné la chance de voyager un peu, les détenteurs de canne blanche ont des droits sur la route. Aujourd'hui, le taximan qui vous vient, il vous a une canne blanche, il doit savoir comment faire. La canne blanche protège son détenteur. Et là, j'interpelle les autorités, le ministère de l'Intérieur ou les autorités en charge des questions de transport, de venir à une sorte de séminaire. Nous avons déjà écrit beaucoup là-dessus
faire en sorte que les véhicules soient sensibilisés, les chauffeurs soient sensibilisés au niveau du détenteur de la canne blanche. Bon, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus. Le Coran en braille. Nous avons nos enfants, nos frères, nos sœurs, qui sont dans la religion musulmane, mais hélas, qui ne peuvent pas lire le Coran. Aujourd'hui, on fait tout pour aider ce garçon-là, avec la méthode braille, de savoir que je suis en train de lire Yassine, je suis en train de lire la Fatiha, je suis en train de lire Inanzana, etc. Dans l'ensemble, on a donné plus de 500 cannes. Aujourd'hui, nous avions un paquet de 50 cannes. Mais la différence avec les autres, c'est que c'est des cannes à la dimension du récipiendaire. Et le choix, c'est eux qui ont proposé. Nous ne connaissons pas tous les... Nous avons des associations qui sont là. C'est les membres de l'association qui connaissent leurs membres. Ils nous disent, nous, association telle, voilà nos membres. Et rappelons-le, la canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans les rues et autres lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. La reprise des activités touristiques est de mise. Tamu Sénégal est lancée pour promouvoir la destination Sénégal. L'agence sénégalaise de promotion touristique signe un partenariat avec Auchan pour mieux vendre les voyages. L'entreprise française reçoit plus de 3500 clients. Elle met à la disposition de l'ASPT tous ses agents pour la valorisation du tourisme au Sénégal. Suivons là-dessus le directeur de l'ASPT, Pape Mao Diouf, avec Habib Faye et Modou Diop. Donc la meilleure façon, l'une des meilleures façons, donc, dans l'objectif de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent, c'est de créer des prétextes. Nous l'avons fait avec tamusénégal.com sur cette plateforme, nous l'avons fait avec Elton, nous l'avons fait avec d'autres types d'initiatives que nous continuons de faire. Mais là aussi, c'est vraiment l'une des initiatives les plus innovantes et les plus fortes parce que nous parlerons de la destination Sénégal à chaque client qui viendra. C'est 3500 potentiels touristes domestiques du Sénégal, tourisme interne, qui passent dans ces magasins-là. Et donc, il était un devoir quasiment scientifique d'expérimenter cette démarche, de faire en sorte que le tourisme et le réseau de distribution Auchan se rencontrent. Et puis à J-4 de la présidentielle guinéenne, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a reporté sa marche prévue ce vendredi en Guinée. Un report qui fait suite au courrier-réponse des autorités communales de Matoto qui ont annoncé qu'aucune forme de manifestation sur les voies publiques et places publiques ne peut être autorisée en dehors des meetings réservés aux partis politiques en lice. Intéressons-nous justement aux candidats de cette présidentielle. Ils sont 12 au total, dont 2 femmes. Cette élection sera le 3e duel entre Cellou Dalein Diallo, principal rival d'Alpha Condé, le président sortant qui brigue un 3e mandat controversé. Chef du parti RPG Arc-en-Ciel, il est surnommé l'opposant historique. Il dirige la Guinée depuis 2010. Son parcours avec Ibou Diouf. Alpha Condé, le professeur président. Un demi-siècle de combats ont fait de lui la figure historique de l'opposition guinéenne dans la lutte pour la décolonisation, alors qu'il dirigeait dans les années 50 la Fédération des étudiants noirs de l'Afrique francophone. Après l'indépendance, en 1958, ses distanciations avec le régime du président Sékou Touré deviennent manifestes, jusqu'à la rupture qui fait de lui un ennemi de l'intérieur, condamné à mort par contumace et contraint à l'exil en France. Il s'oppose avec plus de sévérité au régime du président Lassana Conté de 1984 à 2008, qui prend le pouvoir à la mort du père de l'indépendance, jusqu'à l'élection présidentielle de 1993, lors de laquelle il affronte le général président. En 1998, même scénario, mais sa probable victoire dans les urnes lui vaut d'être arrêté pour complot et jeté dans les geôles du régime, d'où il ne sortira qu'en 2003 grâce à une mobilisation internationale. À la mort du président Lassana Conté en 2008, il s'accommode d'abord de la prise du pouvoir de la junte militaire de Moussa Dadis Camara et de ses promesses de transition. Puis il prend ses distances avec l'autoproclamé Conseil national pour la démocratie et le développement. Alpha Condé retrace ce parcours politique indissociable de l'histoire de la Guinée. Dans une autobiographie, un Africain engagé, il y réaffirme son attachement aux valeurs de démocratie et de justice sociale. Né en 1938 à Boké, à l'ouest de la République de Guinée,
Il est issu d'une famille malinquée. Il part en France à l'âge de 15 ans et obtient des diplômes en économie, droit et sociologie. Il enseigne à l'université parisienne de la Sorbonne. Aujourd'hui, le président Alpha Condé réaffirme encore une fois sa position pour briguer les suffrages des Guinéens. Et puis le portrait de Cellou Dalein Diallo à suivre demain dans nos éditions. Et puis en sport, terrible nouvelle, saison terminée pour Ibrahima Niane du FC Metz. L'attaquant sénégalais est victime d'une rupture des ligaments croisés. Destin cruel pour Niane, auteur de 6 buts en 6 matchs de Ligue 1 en France. Cher Sadibou Diarra. Logiquement, est nommé pour le titre du jour du mois de septembre de la Ligue 1. La blessure dans l'obligation de trouver un joker médical. Le coup d'arrêt qui frappe Ibrahima Niane soulève des inquiétudes chez les observateurs. De ces genres de blessures-là, c'est 6 mois. Et c'est pas évident. De Radamel Falcao, qui à Monaco, après cette blessure-là, n'a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. On espère que lui, il va revenir. Yann, véritable coup dur pour Ibrahima. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Binta. Vous recevez ce soir le docteur Charles Bernard Sagna. C'est à vous. Merci.